cas où vous n'étiez pas au courant, ce soir c'est la Coupe d'Europe. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue. Nous sommes en direct du VNB de Guingamp avec Jocelyn Gourvenec. Bonsoir Jocelyn. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Ravi d'être là. Merci Jocelyn d'être ici. Vous allez voir, il y a beaucoup d'invités exceptionnels qui vont nous accompagner ce soir au VNB de Guingamp. Gaëtan Pinel déjà, c'est très important, est là aussi pour assurer ce numéro spécial d'en avant-match avec un invité exceptionnel aussi. Avec bonsoir Erwan. À tous avec Erwan du VNB. Salut Erwan. Bonsoir à tous. Applaudissements pour Erwan quand même. C'est grâce à Erwan qu'on délocalise aujourd'hui cette émission au VNB. Erwan, supporter d'en avant. Si on te dit Europa League, tout de suite, quelle est la première image qui te vient à l'esprit ? Guingamp-Kiev justement, ça a été l'un des plus beaux souvenirs que j'ai d'un match vécu au Roudourou justement. Ouais. Avec une ambiance fantastique. Avec une ambiance fantastique, un résultat énormissime. Donc félicitations aux joueurs d'abord, et puis félicitations au COP aussi pour l'ambiance qu'ils avaient mise sur ce match-là. Ouais. En avant Kiev, on y reviendra justement durant cette émission, mais vous voyez sur l'échelle en bas, on ne reviendra pas que sur ça. Et vous me dites, mais Pierrot, il y a justement beaucoup de fois le PAOK, 2 fois le PAOK, c'est normal puisque on va revenir notamment sur les 4 victoires d'en avant dans cette Ligue Europa 2014-2015. Jocelyn, même question, s'il y a une image à retenir 10 ans et 1 jour après le Guingamp Kiev du 19 février 2015, ça serait laquelle ? Moi, je retiens le coup franc en pleine lucarne de Sylvain Marvaux au Roudourou parce que c'est le but qui nous offre la première victoire d'un club breton en Coupe d'Europe, si je ne me trompe pas. Première victoire pour nous cette saison-là contre la Fiorentina, contre le PAOK Salonique, pardon. Et donc, très très beau souvenir parce que ça reste une victoire gravée à tout jamais. On y reviendra justement sur ce Guingamp PAOK. Juste pour démarrer cette émission, on va parler de Fiorentina Guingamp dans quelques instants et de Guingamp PAOK avec 2 nouveaux invités. Vous allez voir, ils vont arriver avec nous en plateau en direct du VNB de Guingamp. Mais juste avant, on va revenir sur l'expo qui s'est déroulée hier à la médiathèque de Guingamp. On en profite pour remercier les équipes de la médiathèque au centre de Guingamp. 135 visiteurs hier. Vous allez voir que certains ont troqué leur costume de journaliste pour bricoleur d'exposition. C'était hier à la médiathèque et on revient avec 2 autres invités. À tout de suite. Voilà, c'était l'exposition hier. Merci à toutes les personnes qui sont venues échanger leurs souvenirs, leurs passions aussi autour d'en avant pour cette expo sur les 4 aventures européennes d'en avant. On va pas beaucoup en parler aujourd'hui, ça sera surtout la Ligue Europa 2014-2015. Avec moi, Jérémy Sorbon. Alors, vice-capitaine à l'époque, c'est ça ? Oui, je crois que non, vice-capitaine, c'était surtout Thibaut Giresse. Je faisais partie des anciens et des cadres de l'équipe, en tant que joueur d'expérience. Et c'était une aventure en tout cas fantastique et géniale à vivre. Et aujourd'hui, coordinateur sportif autour d'en avant. On va juste parler un tout petit peu de l'actu. Cette saison, elle est quand même très intéressante. Alors, il y a eu malheureusement les 2 défaites contre le PFC et Metz. Mais globalement, il se passe quelque chose cette saison. Ouais, c'est vraiment intéressant. C'est vrai qu'il y a eu un coach et un staff nouveau arrivé début de saison. Ils ont pris les choses en main. Ils ont ramené beaucoup de confiance dans l'équipe en mettant leur patte personnelle. Et on voit qu'il y a des choses intéressantes qui se passent sur le terrain. Et c'est très, très intéressant. Maintenant, on a ce cap à passer pour jouer encore autre chose
et espérer titiller un peu le haut du tableau, c'est gagner contre ces équipes-là qui sont dans le peloton de tête, notamment PFC, Lorient, Metz. Voilà, c'est ce qui nous reste comme marche à franchir en tout cas pour élever encore le niveau. Et puis la Coupe de France, quand on est à Guingamp, automatiquement ça parle. Ça faisait un petit moment qu'il n'y avait pas eu de parcours du club dans cette compétition. Quart de finale à Cannes la semaine prochaine, on sait le piège que ça peut représenter. Vous les aviez joués aussi à votre époque en quart. Mais ça aussi, c'est un moteur dans cette saison. Oui, ça aide énormément. C'est vrai qu'à Guingamp, ça nous touche énormément et on le joue toujours à fond. Match très difficile à Cannes. Effectivement, j'en ai pas forcément un bon souvenir parce que on s'est fait éliminer là-bas lorsqu'on l'a joué. Donc, non, on a gagné là-bas en 2014. Je crois qu'on a gagné la Coupe en 2014. Non, la Coupe, oui. Non, mais on a joué Cannes et Cannes, ça a été compliqué, je crois. Ça avait été compliqué, mais on avait gagné. Ça a été compliqué, effectivement. Mais non, c'est toujours des matchs très difficiles à jouer, des matchs très difficiles à entamer, surtout contre des équipes qui se donnent au maximum. Donc on verra comment ça va se passer là-bas, en tout cas. Ça sera mardi prochain avec toi, Gaëtan. Et puis, Ladislas Douniama, qui est avec nous, inimitable, incontournable. Ladislas, bonsoir. Bonsoir. Ligue Europa, pour toi, ça s'est résumé à Fiorentina Guingamp, la première journée, le match peut-être le plus prestigieux de cette phase de groupe. Ouais, un bon match face à une équipe qu'on craignait. Mais ce sont des bons matchs à jouer face à une bonne équipe et des bons joueurs. Quel souvenir tu gardes du stade, peut-être d'un adversaire qui t'a marqué plus qu'un autre? Ouais, le match contre la Fiorentina m'a marqué parce que c'était une équipe qui jouait très bien au ballon. Ils nous ont fait courir. D'ailleurs, à la fin du match, on était très fatigués. Mais après, il y a eu des souvenirs aussi comme cette victoire à domicile contre Kiev. Et puis tout ce qu'on a pu faire aussi à l'extérieur. Voilà une image de Ladislas en action dans cette Ligue Europa 2014-2015 avec ce maillot blanc. Bon, il y a une petite mésaventure, on est obligé d'en parler. Hein. Maintenant, il y a prescription, on est à plus de 10 ans après. Est-ce que tu peux nous raconter ce qui se passe? Alors, c'est dans le livre, hein, Guingampais Coupe d'Europe, pour ceux qui l'ont déjà lu. Que se passe-t-il avant de s'envoler pour la Grèce? Avant de s'envoler, je me rends au rendez-vous et je me rends compte sur place que j'ai laissé mon passeport à la maison et du coup je n'ai pas pu voyager. Est-ce qu'on peut se dire que ça ne pouvait arriver qu'à lui? Je peux pas sortir ce genre de confidence en direct, mais elle a dit ça pouvait être... voilà. Tu vas voir ce genre de choses. Bon, voilà. Ensuite, après la Fiorentina, il y a eu le PAOK, ce premier rendez-vous à domicile. Est-ce qu'il y avait une sorte d'appréhension, de doute? Parce que c'est vrai que ce qui entourait votre parcours, messieurs, en 2014-2015, c'était les médias nationaux autour qui se disaient que Guingamp n'avait rien à faire en Ligue Europa. On a l'impression que ce sentiment de revanche-là vous a toujours accompagné dans votre parcours. Et la victoire contre le PAOK, ça a été un peu le moment de le montrer à tout le monde. Ouais, je pense qu'on ne nous attendait pas du tout à ce niveau-là. Et on a été aussi bien préparé par le staff en place, qui a su nous donner les mots, mais qui a su aussi nous préparer à l'entraînement pour être prêt le jour J. Et ça nous a vraiment, vraiment aidé. Donc effectivement, on s'est pas posé de questions, on a joué les matchs à fond. Et ce match contre PAOK a été le début, en tout cas, d'une très belle aventure. On va revivre des moments forts de ce match contre le PAOK Salonique avec les commentaires de l'époque sur Radio Bonheur qui diffusait cette épopée sur ces ondes. Vous allez voir que ce Guingamp PAOK se résume à un homme. Jérémy Pied avec Sankaré, la tête de Sankaré pour Ronny Schwartz qui arrive dans la surface, la reprise de Schwartz, c'est Glikos, attention Marveau, la frappe de Marveau, c'est fini, le but Sylvain Marveau qui avait touché la barre en première période et là, du pied droit messieurs dames, il vient conclure la domination des Guingampais qui mènent 1-0 dans cette Europa League. Oui messieurs dames, Guingamp a toute sa place en Ligue Europa, 47e minute, 1-0 pour en avant.
Oh là 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 là. Ils ont perdu encore un ballon avec Beauvu. Ah, la faute sur Beauvu. La faute sur Beauvu. Et là, il peut même mettre le jaune. L'arbitre de cette rencontre, en tout cas, c'est un très très bon coup franc pour les Guingampais. Plein axe. 49e minute de jeu. Vous ne rêvez pas, Guingamp mène 1-0 face au PAOK Salonique. Marvaux a ouvert le score il y a 1 minute 30 ici à Roudourou, venant concrétiser vraiment le superbe visage des Guingampais ce soir. Schwartz a posé le ballon. On croit rêver, hein. On ne reconnaît plus cette équipe de Guingamp. Après, c'est un peu la même équipe qu'on avait vue contre Bordeaux. On a meilleur, je trouve. Oui, meilleur parce qu'elle est moins en difficulté. C'est le meilleur match depuis le début de la saison. C'est sûr. Et vous entendez peut-être le cop scander le nom de Ronny Schwartz. Moment important dans ce Guingamp PAOK. 49 minutes de jeu exactement à Roudourou. 1-0 pour Guingamp. La balle de break pour Ronny Schwartz ou Sylvain Marvaux. C'est plein axe. Pied droit pour Schwartz. Pied gauche pour Marvaux. Monsieur Mazeka qui donne le signal. C'est Marvaux. C'est bien parti. But de Sylvain Marvaux qui vient décrocher la toile d'araignée. Ça fait 2-0. 2-0 pour Guingamp. 2 buts en 2 minutes pour les Guingampais. Le doublé de Sylvain Marvaux, l'ancien Rennais. 50e minute de jeu. Guingamp 2, PAOK 0. Sylvain Marvaux. Voilà, c'était l'homme qui a décanté cette Ligue Europa, Ladislas. Comment décrire ce gaucher soyeux qui vous a débloqué la Ligue Europa? C'est un grand joueur très talentueux. On l'a vu, il avait déjà des qualités avant qu'il vienne à Guingamp avec son passage à Newcastle. Il nous a apporté un plus au niveau de la maîtrise technique et puis ce coup franc qui nous marque et qui nous permet aussi de valider la victoire prouve qu'il a vraiment du talent. Sylvain Marvaux, c'est vrai Gaëtan que quand on l'a vu arriver, on s'est dit ah ouais, quand même là on était promu en Ligue 1, on le rappelle. Ouais. On gagne la Coupe de France, Europa League sur la 2e année, t'arrives à attirer Sylvain Marvaux, on pèse. Oui, c'est lui. Il y avait Jérémy Pied aussi, qui me plaisait beaucoup, et ces recrues-là, forcément, tu dis bon. On passe peut-être dans une dimension un peu différente de ce qu'on a connu sur les précédentes années quand même. Ça évolue en tout cas. Et Sylvain Marvaux, il y avait eu son passage à Rennes, il y avait eu Newcastle. Attirer un joueur qui vient de Première Ligue, c'est quand même pas tous les jours. Donc voilà, c'était une grosse recrue. C'était un prêt, mais c'était une grosse recrue quand même pour Guingamp à l'époque. Messieurs, on va vous libérer. Juste la question qu'on pose à tout le monde. Jérémy et Ladislas, il y a une image à retenir de cette Ligue Europa 14-15. Si tu veux en revivre une, là, dans les 20 secondes qui arrivent, où est-ce que tu vas te projeter, Ladislas? Pas le passeport. Non, mais moi, je me souviens dans le vestiaire, après les victoires à domicile, tous les joueurs réunis en train de fêter, de chanter, et même le staff aussi qui était là. Ça vraiment des images à revivre parce qu'on a vu vraiment toute cette solidarité qu'il y avait entre nous déjà les joueurs et le staff, et puis aussi l'ambiance qu'il y a eu aussi sur ces rencontres à Roudourou. Jérémy? Je pense que c'est la qualification en 16e au PAOK. Au PAOK, un match assez fabuleux avec un public très derrière son équipe, fait vraiment énormément de bruit, qui peut être assez hostile, et au final on va chercher les points là-bas. On nous annonçait un match très compliqué et on arrive à se le rendre facile de par notre travail sur le terrain. Donc je pense que ce moment-là était assez exceptionnel. Ouais. On va le revivre tout à l'heure, ce PAOK Guingamp très particulier. Jérémy, Ladislas, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Applaudissements s'il vous plaît pour nos deux chouchous de l'époque. Merci messieurs, on va accueillir après une petite pause avec un message de quelqu'un que vous connaissez bien, Jean-Michel Leouérou, qui était directeur sécurité à l'époque. On va pouvoir du coup évoquer les déplacements. T'en avais pas fait toi? Non, j'avais pas fait de déplacement. Mais c'est vrai que la gestion des déplacements, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas forcément. De l'extérieur, on se dit ok, ça se déplace, ça paraît logique, simple, facile, mais on imagine qu'il se passe quand même beaucoup de choses derrière ça. On va tout savoir dans quelques instants, et on accueillera aussi Laurent Dos Santos, joueur formé au club, qui avait joué notamment cette double confrontation importante face à Minsk.
Salut à tous, amis Guingampais, j'espère que vous allez bien. C'est les 10 ans cette année de notre épopée en Coupe d'Europe. J'en profite pour vous remercier pour votre soutien et également saluer tous mes anciens coachs et mes anciens coéquipiers. Je vous dis à bientôt au bord des terrains. Ciao. Alors, nos amis sur YouTube et sur Facebook ont reconnu le visage. Certains ont peut-être reconnu la voix. C'est Dorian Lévesque qui nous a envoyé un petit message pour cette émission, pour les 10 ans, effectivement, de Guingamp-Kiev. Vous allez voir qu'il va y avoir un autre message aussi, un petit peu plus tard dans cette émission. D'ailleurs, n'hésitez pas, pour ceux qui ne sont pas ici et pour ceux qui sont là, je vous en prie, rapprochez-vous, asseyez-vous, prenez des sièges. Je vous vois à l'autre bout, là, certains qui sont déjà inscrits pour le quiz. Il y aura un quiz tout à l'heure au VNB de Guingamp. N'hésitez pas sur Facebook, sur YouTube ou sur Twitch à nous poser quelques petites questions. On les posera notamment à Jocelyn Gourvenec et à Lionel Matisse qui sont là avec nous pour cet en avant match spécial. Laurent, merci beaucoup d'être avec nous. Tu fais partie aussi de ces joueurs dont on voulait parler parce qu'il y avait plusieurs joueurs formés au club qui ont disputé cette Ligue Europa. On pense à Mamadou Samassa, à Baïsama Sanko, Rachid Alioui et donc toi. Qu'est-ce que ça représentait pour vous au bout de votre cursus de formation de disputer la Coupe d'Europe avec En Avant? Bonsoir à tous. Pour nous, c'était un rêve déjà d'être avec les pros et ensuite de pouvoir participer à une compétition comme celle-là. Là, on parle de Minsk. On en parlait hier notamment avec Jean-Michel qui nous a aidé à l'installation de l'exposition. Il y a un mot, c'est froid. On se souvient de vous voir avec vos parkas, Claudio Beauvu, on voyait juste ses yeux avec des bonnets, des calgoules, etc. Est-ce que c'est le match où tu as eu le plus froid de ta carrière? C'est vrai qu'il faisait froid, mais personnellement, non, ça va, ça a été. Parce que nous, on nous a raconté quelque chose, c'est que tu étais un des rares à avoir toujours été en manche courte. Tu étais le courageux de l'époque. Courageux, je sais pas, mais c'est vrai que je crains pas le froid, donc ça m'a pas dérangé. Jean-Michel, il y en a d'autres qui avaient vu froid en tribune sur cette aventure-là, sur ce match-là à Minsk. Alors à Borisov même, parce que le match était délocalisé dans le stade du Baté Borisov. Toi aussi, tu as eu très très froid ce soir-là? Ce soir, oui, en effet, ce soir, on avait froid, parce que je crois que c'était du moins 12 ressentis. Alors ici, en Bretagne, on a largement plus de température que ça, donc ça faisait un peu bizarre. Regarde, Jean-Michel, on a une photo du parquage, parce que je crois qu'ils étaient 8 ou 9 dans le parquage. Alors là, ils sont 4, et là, la personne avec le bonnet, c'est toi, qui est allé voir les supporters à l'autre bout du stade. De toute façon, moi, j'étais avec les supporters tout le temps. Après, avec l'équipe, on a tendance sur les déplacements, mais... Tu vas me confirmer, regarde, le monsieur tout à droite, vous voyez sur les sièges blancs, il y a le parquage, ça c'est au PAOK en descend. Là, tu es tout à droite. Ouais, je suis tout le temps avec les supporters. Je suis avec l'équipe quand on se déplace. J'assure aussi cette sécurité qui est nécessaire. Mais je suis avec les supporters tout le temps pendant le match. Et je crois que ça sera utile par la suite. Oui, notamment pour le dernier match de cette épopée Europa League. À quoi doit-on penser quand on est directeur de la sécurité et qu'on doit, j'allais dire improviser, pas du tout, mais préparer tout ça alors que Guingamp n'était pas forcément attendu à ce niveau de la compétition et attendu en Coupe d'Europe? Sur la sécurité, il n'y a pas d'improvisation. On doit prévoir le pire. Et si ça n'arrive pas, c'est mieux. Voilà. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Non, mais justement, voilà. Est-ce qu'on contacte les ambassades Oui. Combien de temps en avance ça se prépare? Ça se prépare par rapport au tirage au sort que tu as. Donc, si on parle de Borisov, on est donc en Biélorussie. C'est ça. Et on est en octobre 2014 sur le match. C'est exact. Fin octobre, oui. Ok, j'ai un peu bossé, t'as vu? C'est bien. Sauf que en 2014, à l'époque, dans la région, il y a déjà des petits problèmes sur les frontières en février. Et il y a un avion en juillet qui est abattu de ligne au-dessus du sol ukrainien. Donc on a déjà toutes ces informations-là. Et tu prépares Minsk déjà là. Oui. Avec un contexte, alors le supporterisme, l'accompagnement, le foot, mais aussi toutes ces informations qu'il faut prendre en compte pour tes supporters. Et une fois que tu as fini le match, tu te dis, c'est fait, on n'y retournera pas tout de suite dans cette région. Ça, quand on est joueur, Laurent, est-ce qu'on passe au-dessus de ça? Est-ce qu'on se rend compte de tout ce qu'il y a derrière, en fait?
Non, pas tellement. Nous, on est plus concentrés sur les matchs. Voilà, on sait qu'il y a des gens derrière nous qui s'occupent de tout ça. Donc, sur ce côté-là, on est serein et nous, voilà, c'est juste sur le terrain qu'on doit être concentré. Question, vas-y Gaëtan. Tu parlais, Jean-Michel, je reviens avec toi parce que de l'organisation des déplacements, alors Minsk, auquel le tirage avait eu lieu en août, pour aller là-bas en octobre, fin octobre même, enfin il y avait du temps, mais lorsqu'il y a la qualif pour aller en 16e de finale, le temps est beaucoup plus réduit. On parlera de Kiev plus tard bien sûr, mais est-ce que à chaque déplacement, et peu importe le temps, ça nécessite d'aller sur place avant ou pas? Comment ça? Alors non, parce qu'on est en étroite relation avec les autorités, les ambassades, les homologues. Donc on a, nous, des réunions, voilà, ce qui me permet aussi de faire un petit coucou à tous ces gens qui sont dans l'ombre, que j'appelle moi les marchands de bonheur, que ce spectacle se passe bien, et que nous, on bosse derrière pour que tout se passe bien aussi, et en étroite relation avec tout le monde. Donc c'est calé tout ça, mais il n'y a pas la place à l'improvisation. Alors, nous aussi. Le match à Minsk, Laurent, qu'est-ce qu'on retient de ce match-là? Moi, j'ai une action qui me vient tout de suite à l'esprit, je ne sais pas si c'est la même que toi, mais qu'est-ce qu'on ressort de ce 0-0 solide, sans être brillant? Ouais, c'est ça exactement, on a été solide défensivement. Ils ont eu quelques occasions. De mémoire, on en a une avec Toto qui tape le poteau, je crois. C'est exactement celle-là. Donc voilà, c'était assez serré, il faisait froid. Mais c'était un bon résultat. 0-0 donc, vous avez 4 points après la phase aller de cette phase de groupe, défaite à la Fiorentina 3-0, victoire 2-0 contre le PAOK, ce nul à Minsk, et puis donc ce match tournant, on dit les confrontations miroirs avec Minsk. Là par contre, on sentait que pour la qualification, c'était vital de gagner à domicile contre Minsk. Ouais, c'est sûr, on savait que voilà, à domicile, tout était possible. Donc on l'a fait ce soir-là et c'était le plus important. Avec les buts encore, version Radio Bonheur de ce match Guingamp-Minsk, avec un joueur malheureux au match aller, malheureux dans ce match-là et malheureux aussi une bonne partie de la saison et qui a presque changé le visage de son exercice 2014-2015 sur ce match-là. Écoutez. Oui, bah là c'est les 35-40 premières. Oh, le ballon de Marveau pour Mandane qui réussit le contrôle. Il n'a pas pu frapper. Beauvu qui va. Claudio Beauvu qui cette fois-ci marque du pied et non de la tête sur un sublime ballon en profondeur de Sylvain Marveau pour Mandane qui a bien pesé sur la défense et qui a libéré l'espace pour Beauvu qui est arrivé en second couteau pour venir marquer. Guingamp débloque cette rencontre. 44e minute de jeu, 1-0 pour les Bretons. L'intervention de Carbra, penalty, cette fois-ci il le donne, penalty pour le Dynamo Minsk. C'est Igor Stasevich qui se présente face à Jonas Lossel. 55e minute de jeu à Roudourou. Balle d'égalisation pour le Dynamo Minsk. Balle de survie dans cette Ligue Europa pour le Dynamo Minsk de Stasevich face à Jonas Lossel. Monsieur Kouchine qui donne le signal. C'est parti pour Stasevich. Et l'arrêté de Jonas Lossel qui s'est couché sur son côté gauche. Et Stasevich qui avait pas trop mal frappé ce penalty. Quelle parade du gardien danois qui permet à Guingamp de préserver son avantage. Toujours 1-0. Lossel adoubé par le Roudourou. Yatabaré qui contrôle dans le rond central, pas de faute, qui écarte côté droit, bien vu pour Claudio Beauvu. Allez, qui va pouvoir temporiser un peu. Il va centrer instantanément dans la surface. Mandane, le but de Christophe Mandane, si peu en réussite depuis des mois et des mois avec Guingamp. Il a touché 3 fois les poteaux en 2 matchs contre Minsk. Et là, d'une subtile déviation du pied droit sur ce centre de Claudio Beauvu, Mandane inscrit son premier but européen pour son 100e match sous le maillot guingampais. 18e but pour lui avec Guingamp. Guingamp qui valide sa 2e victoire à Roudourou en Ligue Europa. 2-0, 87e minute. Et ouais, Christophe Mandane qui avait touché 3 fois les poteaux, une fois au match aller et 2 fois au match retour, et qui finalement s'est débarrassé de la poisse. Je ne sais pas si tu te souviens de ce but, bon, je ne sais même pas pourquoi je pose la question, mais Gaëtan, la déviation de Mandane sur le centre de Beauvu en une touche, c'est vrai qu'on retient le but de Beauvu au PAOK, etc. Mais celui-là, en termes de toucher technique, il est exquis. Ouais. C'était un vrai joli but et dans un contexte, je veux pas dire un peu bizarre, mais comme face au PAOK Salonique, le Roudourou était pas plein.
c'était les premières soirées un peu fraîches quand même de 8372 spectateurs. Même pas la ceux moitié. qui ont Guingampais Coupe d'Europe le livre, je sais pas si tu connais, ils ont toutes les infos. Même pas la moitié du stade qui était rempli sur ces 2 premiers matchs-là. Mais voilà, tu dis, il faut quand même profiter de ça parce que quand est-ce que ça reviendra, on ne sait pas. Et oui, ce joli but et puis cette victoire que tu disais presque vitale pour la qualif. Moi, quand on parle de ce match, la première image qui me vient, moi, c'est le pénalty arrêté par le seul. Ah, c'est le tournant. Ouais, c'est plus ça que les buts qui me viennent juste avant la mi-temps. Voilà. Et à ce moment-là, tu te dis bon. 1-0, t'as arrêté un penalty, qu'est-ce qui peut t'arriver d'autre que du bon normalement. Et c'est vrai, Laurent, qu'il y a quelque chose dont on n'a pas encore parlé, mais au moment où vous jouez le PAOK, vous êtes dernier de Ligue 1 ou relégable. Là, vous n'êtes pas bien du tout. Juste après le déplacement à Minsk, 3 jours après, il y a le 7-2 contre Nice. Est-ce que tu te rappelles comment vous viviez ce décalage-là entre la Ligue 1 où ça n'allait pas du tout et l'Europa League où ça souriait pour vous? Je m'en rappelle un petit peu. Après, voilà, on savait que ce qu'on pouvait mettre en Ligue Europa, il fallait le retranscrire sur le championnat. Et c'est ce qu'on a fait après d'ailleurs. Donc ça nous a servi. Dernière question avant de vous libérer, les amis. Question très simple, Laurent. Qu'est-ce que tu deviens? Tu es revenu dans la région. On t'avait revu ici à Rodouro avec Valenciennes notamment. Que deviens-tu maintenant? Je suis rentré en Bretagne à la maison. Donc voilà, je suis à Plérin. Et, ça se passe bien, il y a une bonne ambiance, donc ça continue un peu à jouer. Objectif Europa League aussi avec Plérin? Non, on va se concentrer, faire des bons matchs, des bons résultats et puis continuer à prendre du plaisir. Et avec d'autres anciens Guingampais d'ailleurs, notamment un, des copains. Ouais, après on se rencontre un petit peu des fois, mais voilà, dans la région on est encore pas mal. Donc on se revoit souvent. Qui est-ce qu'il y a? Il y a Ladislas? Non, Ladislas à Ostronin, mais il y a Willem Pierre-Charles. Oui. Et puis d'autres passés par le centre de formation. Aymeric Driette avec vous aussi. Exactement. Ouais, il y en a quelques-uns. Voilà, ça fait plaisir. Donc c'est mon coach maintenant, Willem. Donc voilà, on est arrivé ensemble au centre à 15 ans. Donc voilà, ça fait plaisir de se retrouver 16 ans après. Donc c'est top. Merci beaucoup, Laurent. Jean-Michel, on se retrouve pour parler de Kiev, je crois, parce que ça sera important. Applaudissements s'il vous plaît pour Laurent Dos Santos qui était avec nous ce soir. Merci Laurent. Une petite pause et on revient sur Fiorentina et PAOK. Et on se retrouve pour cet en avant-match spécial 10 ans Europa League avec le coach, à nouveau, Jocelyn Gourvenec, et le capitaine Lionel Mathis qui nous vient de l'autre bout de la France. Je crois que vous pouvez l'applaudir rien que pour l'effort d'être venu avec nous. L'autre bout de la France, au Cerf, ça va, c'est pas encore l'autre bout, mais ça fait plaisir d'avoir reçu l'invitation et puis de venir partager, voir les anciens collègues qui sont des amis, et puis le coach et vous. Donc un grand plaisir, c'est vraiment pas un effort. Bon, raconte-nous ce que tu deviens. Est-ce que tu as dévié un tout petit peu du football? Ouais, j'ai réduit un petit peu la balle. Non, je coach quand même au foot. Mon fils qui est dans la catégorie U14, U15, et sinon je suis devenu coach de tennis. Donc voilà, je reste dans le sport et à essayer d'enseigner. Est-ce que tu joues encore aussi au tennis? Ouais, je joue au tennis en compétition, un match par équipe avec mon club. Donc ouais. La compétition ne te quittera jamais. L'esprit de compétition. Non, je crois au grand regret de toute ma famille sur les jeux de société, sur tout. Donc ouais, mais c'est comme ça. Je sais pas si je suis né avec, mais en tout cas, c'est comme ça que j'ai grandi. Et non, ça me quittera pas, je pense pas. Jocelyn. Ouais, je vais partager une anecdote avec Lionel parce que je pense que personne ne sait ça et c'est pas un secret, Lionel. Il y a, pour ceux qui ont suivi j'imagine que toutes les personnes qui sont là ont suivi bien avant l'année nationale. Mais l'année nationale, un peu avant la trêve, au mois d'octobre ou novembre, Lionel était venu me voir après un entraînement pour me dire que
il pensait que ce serait sa dernière saison et qu'il allait arrêter le foot à la fin de la saison. Et donc j'étais un peu surpris parce qu'il était en pleine bourre et on était dans une très bonne période en nationale pour remonter en Ligue 2. Et puis je lui avais dit, écoute, c'est pas une discussion qu'on va avoir maintenant. On en reparlera si tu veux dans quelques temps. Je sais pas si Madame Matisse, que je vois là, s'en souvient, mais en tout cas, il était plutôt dans l'idée d'arrêter. Et donc j'avais ça dans un coin de ma tête, ça me trottait quand même, parce que c'était quand même mon capitaine. Et donc je lui en ai pas reparlé. Et c'est lui qui petit à petit, dans la deuxième partie de saison, est intervenu pour me dire d'abord, bon, ce qu'on s'est dit là, je suis plus trop sûr maintenant, etc. Et puis à la fin de la saison, il a rempilé pour une année, en me disant, je repars pour une année parce que c'est vous, parce que on s'entend bien, mais parce que c'est Guingamp, mais je pense que je refais encore un an et puis j'arrête. Et puis on est allé comme ça, et puis on a fait 6 ans. Voilà. Qu'est-ce qui t'avait mis le doute comme ça, Lionel, en plein milieu de l'aventure ? Alors, c'était pas en plein milieu de cette aventure, c'était plus parce que j'ai pas pris énormément de plaisir, ce qui est particulier quand j'étais joueur de foot à Auxerre. Et puis en fait, j'ai trouvé du plaisir ici à Guingamp, principalement avec le coach. Et je l'en ai toujours remercié et je le dis toujours. Et donc voilà, j'étais vraiment parti dans l'idée d'arrêter tôt parce que en fait, je me plaisais pas spécialement. Et puis au final, je me suis vraiment épanoui ici dans mon rôle de capitaine et avec cette équipe et avec le coach. Donc voilà, ça m'a fait changer et continuer pendant longtemps et je regrette vraiment pas. Oui, heureusement que ça a continué. Merci Jocelyn, merci Lionel, parce que c'est passé à ça quand même. Est-ce qu'on aurait été là avec tout ça? Bon, bref, non, vaut mieux pas y penser. Ça s'est passé comme ça, c'était très bien. Guingamp-Fiorentina, Jocelyn, c'est vrai que c'était un match où vous pouviez vous qualifier dès la 5e journée. Il fallait une petite conjonction de circonstances. Je crois qu'il fallait battre la Fiorentina et que le PAOK ne batte pas Minsk. Est-ce que ça c'était dans ton discours aussi de dire aux joueurs, vous êtes offert une première finale à domicile déjà? Oui, je sais plus si c'était en ces termes, mais on savait qu'on était dans la course, ce qui était plutôt une surprise pour nous tous et pour l'environnement. Après, la Fiorentina, c'était quand même très fort, on le savait. Et même si vous pouviez les titiller, ils rehaussaient, comme le font souvent les très bonnes équipes, ils rehaussent un peu le curseur. Et c'était un peu mission impossible contre eux sur le match retour. Sylvain Marveau se claque, je crois. Donc c'était quand même le meneur de jeu et les joueurs qui faisaient des différences, qui faisaient des passes surtout. On avait des finisseurs, mais on avait un super joueur de passe. Et voilà, donc il gagne logiquement, mais on sait qu'on a encore 2 cartouches derrière. Une cartouche, voilà, une cartouche. Mais on est positionné, et on sait qu'on s'offre une finale. J'avais sans arrêt répété aux joueurs depuis le début de la campagne. On jouera notre qualif au PAOK et on va se qualifier. Voilà, j'ai martelé ça. J'ai refait ça aussi à Lille parce que je le sentais comme ça. Et avec Lille, je leur avais rabâché. On va se qualifier. Et je suis rentré dans la tête des joueurs comme ça. Et ça a plutôt bien marché sur la 6e journée face au PAOK, parce que donc Fiorentina défaite 2-1, surtout la faute à un début de match raté. Marco Marine 6e, Babacar 13e, égalisation, réduction de l'écart de Beauvu sur penalty à la 45e après un rouge de Bazanta, et malheureusement supériorité numérique dont les Guingampais ne profitent pas en seconde période. Arrive donc le PAOK, mais avant de parler du PAOK, Lionel, il faut évoquer les matchs qui arrivent ensuite. On en parlera aussi avec Jocelyn parce que c'est super important. On en parlait avec Laurent aussi, vous êtes vraiment dans le doute en Ligue 1, et même plus que dans le doute, vous êtes dernier. Après le match contre la Fiorentina, vous perdez à Évian, et là, gros doute, dernier de Ligue 1. Il y a un match contre Caen super important qui arrive. Est-ce que tu te souviens de ces moments-là assez pénibles? Non, je me souviens de rien. Non mais vraiment, je me souviens pas. Désolé. Mais tout à l'heure, merci Lionel d'être venu. Tout à l'heure, mais tout à l'heure, je regardais pour voir un petit peu et ouais, je me suis rendu compte qu'on avait perdu beaucoup de matchs en début de saison. Il y avait le parcours en Coupe d'Europe et non, mais désolé, vraiment, je peux pas parler de ça. Je pense qu'en tout cas, vu la suite de la saison, en tout cas, ce parcours en Coupe d'Europe nous a permis, en tout cas, de jouer avec plus de confiance et puis au fur et à mesure de retourner à la situation et de gagner des matchs. Ça, c'est une évidence. Mais voilà, bizarrement, j'avais connu ça avec Guingamp aussi, avec un super parcours en Coupe de France et un sauvetage en Ligue 2 2-3 ans avant. Donc des fois, c'est paradoxal.
Mais en tout cas, ce parcours en Coupe d'Europe nous a permis petit à petit de construire l'équipe, aussi de construire une âme et petit à petit au final de se sauver et puis de faire aussi de belles saisons derrière. Donc voilà, mais vraiment de se dire qu'on était dernier à ce moment-là, je m'en souviens plus. C'est vrai que c'est facile de l'oublier aussi 10 ans après. Ouais, puis je trouve que Guingamp avait quand même cette année-là cette force de faire basculer des matchs. Alors oui, il y avait des défaites, mais c'était victoire ou défaite. Il y avait le premier match nul, il arrive sur la 19e journée à Toulouse, et avant ça, c'est victoire ou défaite à chaque fois, ce qui fait que le compteur tournait pas tout le temps, mais quand il tournait, c'était par 3. Et finalement, la remontée a pu s'opérer relativement rapidement avec ça. Et Jocelyn, toi par contre, je crois que tu as un souvenir très vivace de cette période-là, parce que il me semble que tu avais dit à ton départ sur les 6 premières années que ton pire moment de ces 6 ans, c'était après la défaite à Évian le 30 novembre 2014, juste après la Fiorentina. Ouais, c'est vrai, c'était mon pire souvenir de coach, parce qu'on perd à Évian, on est dernier, et ça, c'est très dur. Je sais qu'on rejoue quelques jours plus tard contre Caen, et je suis perturbé parce que on est performant en Coupe d'Europe et en Ligue 1, ça prend pas, on a du mal, c'est vraiment difficile. Et tous les matchs qui suivent le match de Coupe d'Europe sont durs, ils sont tous durs. Et on reçoit Caen, et je me souviens n'avoir quasiment pas fait de causerie. On n'avait pas fait de mise au vert. J'avais dit aux joueurs que il n'y aurait pas vraiment de préparation sur ce match-là parce que c'était eux qui avaient la réponse. Moi, je savais, en tout cas, j'imaginais que si on se faisait battre par Caen, j'étais menacé, je pense. Et donc, j'ai vraiment mis les joueurs devant leurs responsabilités. J'ai pas fait de briefing, j'ai pas fait de causerie, j'ai pas parlé de l'adversaire, j'ai parlé de rien. Et je les ai laissés dans le vestiaire, je crois qu'ils se sont parlé. Et puis ils ont fait un match exceptionnel en gagnant 5-1. Et là, c'est des leviers de management, parce que on peut pas faire ça tout le temps. Il faut quand même parler de l'adversaire et avoir un plan de jeu. Mais là, il y avait pas de plan de jeu, si ce n'est donnez ce que vous avez à donner. Vous êtes une bonne équipe, jouez. Toujours pas de souvenir de ça, Lionel? Franchement, j'avais pas de souvenir de ça, mais maintenant que le coach en parle, je me souviens de la situation. Je me souviens en plus de ce match-là, qu'il n'y avait pas eu de causerie, et que moi je me souviens en plus avoir dit aux joueurs, les gars, c'est pas possible, ça peut pas s'arrêter là, ça peut pas s'arrêter pour le coach là, même si ouvertement il n'y avait pas eu pour l'instant de menace sur le poste, mais c'est vrai que ça aurait pu l'être. Donc au final le match s'est bien passé, mais je pense que au fur et à mesure, nous, moi en tant que capitaine et en tant que joueur, on se dit pas que ça va forcément tourner, mais honnêtement, on travaillait tellement bien, on était tellement sérieux qu'à un moment donné, ça allait basculer. Et je pense que même dans les moments difficiles au niveau classement comme ça l'était, on était une équipe sérieuse, on était une équipe bosseuse, on était une équipe à l'entraînement avec des vrais principes, une vraie âme, et ça s'est vu au fur et à mesure. Et puis Gaëtan, il y a la bascule, parce que donc il y a cette victoire 5-1 contre Caen, et ça enchaîne ensuite. Ouais, c'est ça, ça avait enchaîné, et assez fortement, parce qu'évidemment il y a la qualification au PAOK de 1. 3 jours après cette qualif, il y a la victoire contre le PSG à domicile, avec ce but de Jérémy Pied dès la 11e minute, et tu dis, ah oui, ok, tu marques contre le PSG, tu mènes 1-0, mais combien de fois c'est pas arrivé ça, et l'équipe se fait renverser à chaque fois, enfin l'équipe qui affronte le PSG et qui mène. Et là non, Guingamp, état de grâce, Jonas Lossel en premier lieu avait tenu finalement face au PSG, et ouais, il y avait eu le début peut-être d'un nouveau chapitre, une bascule à ce moment-là. On était passé une deuxième saison dans cette saison 2014-2015. C'est ce que tu nous disais, Jocelyn, au moment de l'écriture du livre Guingampais Coupe d'Europe, c'est de l'ombre à la lumière. Ouais, c'est assez spectaculaire. On passe de rien à tout, parce que on bat Caen, on va gagner à Reims, qui avait une équipe difficile à jouer. Et puis après, on va se qualifier au PAOK, et on reçoit Paris le dimanche. Je rappelle, Paris était invaincu depuis le début de la saison. Ils venaient juste de perdre en semaine à Barcelone en Champions League. Donc ils n'avaient qu'une défaite. Et on les bat 1-0 sur un but improbable de Jérémy Pied, de la tête. De mémoire, je pense que Cavani a une balle au bout de 2 minutes. Il lobe Jonas Lossel, il la met sur la barre. Elle sort. Et derrière, on marque. Et on a tenu comme ça. Le terrain était pourri. Ça nous avait aidé.
C'était à l'époque où le terrain à Guingamp était pas terrible et il est nettement mieux maintenant. Et donc ça a été incroyable. Après, on est allé gagner à Arles, je crois, en Coupe de la Ligue, et on est allé faire un nul à Toulouse avant Noël. 1-0-0, on a fait que défendre. Un partout, voilà. Et donc on finissait on faisait un mois de décembre de folie, alors que quelques semaines avant, on était à la rue. Et là, à ce moment-là, qu'est-ce que tu te dis, Jocelyn Attention. Ouais, Qu'est-ce que tu te dis, Jocelyn, à ce moment-là? Il y a, tu te dis, mais c'est incroyable, en si peu de temps, que tout est basculé si vite comme ça. Je pense que le match de Caen, où les joueurs prennent leurs responsabilités, ils se sont parlé, ils ont tout donné ensemble, et finalement, ça les a soudés, je pense. Et on est reparti sur quelque chose de vertueux. Souvent à la fin des matchs, je fais un petit débrief de 1 à 2 minutes. Et je me souviens qu'après ce match de Caen, je suis juste passé dans le vestiaire. Je leur ai dit, écoutez, j'ai pas grand chose à vous dire. J'ai juste à vous remercier. Et puis je suis parti. Je suis retourné dans mon bureau avec le staff. Je sais pas si le président a fait un discours. Mais en tout cas, je me souviens très très bien encore de ce moment. Et c'est vraiment un moment de bascule. Avec donc cette victoire face au PAOK, on va la revivre parce qu'évidemment, ce match au PAOK, c'est l'avènement d'un joueur en particulier. Très bon coup franc que Giresse va s'apprêter à frapper. Eh oui, un coup franc 35 mètres tout de même sur la droite, sur la gauche du but de Glico. Ce ballon dans la surface, la tête de Beauvu et le but de Claudio Beauvu qui permet à Guingamp de se libérer dans ce début de rencontre. On craignait l'entame de match des Grecs, et bien non, c'est Beauvu qui a déployé ses ailes ce soir. Air Beauvu passe par la Grèce, passe par Salonique et permet à Guingamp de mener 1-0 après seulement 7 minutes de jeu. Ouais. Attention à ce ballon aux abords de la surface de Guingamp pour Rat. Oh, ils ont trouvé un petit espace dans la surface de Guingamp avec Athanasiadis. Oh, penalty pour le PAOK, la main de Jakobsen. Oui, je crois qu'il y a main. Et voilà ce qu'il pouvait relancer le PAOK dans cette rencontre, un penalty. Allez. Jonas Lossel qui a déjà repoussé le tir de Stasevic contre le Dynamo Minsk. Et c'est Athanasiadis qui est face à lui. Et c'est dedans, l'égalisation du PAOK qui se relance comme par miracle dans cette rencontre. 22e minute, but d'Athanasiadis. Giresse dans la surface, va-t-il pouvoir se retourner? Oh, Beauvu qui s'efface, Mandane, la frappe de Mandane et le contré, le poteau pour Mandane. Quelle occasion pour Guingamp. Tout peut arriver, même s'ils n'ont pas d'occasion, ils restent menaçants. Ces joueurs grecs, c'est parti pour ce corner de Razvan Rat. Une tête, une autre, la barre. La barre, c'est pas terminé. Lossel qui voit ce ballon atterrir dans ses bras. C'était encore Athanasiadis qui s'était élevé dans la surface. Il était à 2 doigts du doublé. Le PAOK qui a le ballon mais qui n'arrive pas pour l'instant à se montrer dangereux. Attention, ils ont trouvé un décalage là, Miguel Vitor qui n'arrive pas à se... C'est vraiment faible à contrôler. Attention à ce ballon peut-être pour Beauvu. Oh, la poitrine de Beauvu, il y a un super coup à jouer pour Sankaré en contre-attaque. Sankaré qui ralentit. Allez, tranquillement. Oui, Sankaré pour Beauvu. Le crochet de Beauvu, le chemin du but. Oh, le but de Claudio Beauvu qui fait déployer ses ailes encore sur ce compte. Rondement mené, la nouvelle star de Guingamp s'appelle Claudio Beauvu. C'est lui qui vient signer le nouvel exploit des Guingampais. Et monsieur, le dieu Claudio Beauvu qui a logé cette frappe dans la lucarne depuis l'extérieur de la surface. Beauvu stratosphérique, 2-1 pour Guingamp qui va sans doute se qualifier pour les 16e de finale, mon petit Sébastien. Allez. Voilà, Claudio Beauvu, auteur d'un doublé qui marquait vraiment ses progrès. Il y avait eu son but à Reims extraordinaire. C'est à ce moment-là, Jocelyn, qu'il a commencé à empiler but sur but sur but sur but. Ouais, je l'avais repositionné devant parce que on avait perdu Moussia Tabaré qui nous avait mis quand même beaucoup de buts en 2 ans. Et on avait pris Ronny Schwartz pour remplacer Mousse, et Ronny a un peu coincé, et il a pas réussi vraiment à s'adapter. Il n'était pas très efficace et il fallait qu'on trouve des solutions. J'avais essayé une première fois Claudio devant. Je savais que Claudio avait été formé devant au FC Nantes, parce que je l'avais vu jouer en U15 de nombreuses années avant. Donc je savais qu'il avait les courses, qu'il avait une qualité de déplacement.
Et puis sur un match, ça a moyennement fonctionné, mais ensuite il a adhéré à ce nouveau projet pour lui et il a aidé l'équipe de manière fantastique. Ce match au PAOK, c'est une victoire énorme parce que c'est le match que tu avais ciblé. Tu étais très confiant en ton équipe juste avant ce match et ça a fonctionné magnifiquement. Ouais, encore une fois, on était un peu dans le dur en championnat, mais en Coupe d'Europe, on se sublimait. Moi, mon baromètre, c'était Lionel, parce que je savais que quand lui était bien, se sentait bien, je savais qu'il emmenait avec lui, et puis qu'il était surtout un très bon relais de ce que je pouvais réclamer. J'avais presque un deuxième entraîneur dans le groupe, et donc j'étais pas confiant, mais je savais qu'on était capable de gagner là-bas. Et je ne sais pas si les joueurs s'en souviennent, mais je crois que Jérémy en a parlé un peu tout à l'heure. Au stade du PAOK, ça fait vraiment beaucoup de bruit. Et j'avais vraiment axé la causerie là-dessus, toute la préparation du match, sur le fait qu'il va y avoir beaucoup de bruit, ça va être assourdissant. Mais à chaque fois que vous allez entendre quelque chose, le bruit, ce sera de l'énergie pour vous. Et j'ai rabâché encore à nouveau, Et finalement, je pense que les joueurs ont été hermétiques à l'environnement. C'est ce qui nous a permis de faire un beau match. C'est le cas, Lionel ? Oui, c'est le cas. Je me souviens maintenant que le coach le dit, mais je me souviens de ses paroles. Par contre, je me souviens de ce match qui était vraiment très difficile et on a été très solide. Claudio a porté l'équipe avec ses 2 buts. Et ce que je me souviens surtout sur ce match, c'est la joie dans le vestiaire après le match, où vraiment de se dire on est passé sur une série en fait de championnats en Coupe d'Europe. Donc non, c'était bien. Et puis en plus, on était le seul club français qualifié en 16e de finale cette année-là, alors qu'il y avait aussi Lyon qui était dans les phases de poule. Donc moi, je me souviens de la joie dans le vestiaire et c'était vraiment c'était énorme d'être les Guingampais, les derniers en Coupe d'Europe, en Ligue Europa. Avec Angois qui réclamait la prime. Ouais, c'est ça. C'était Lille et Saint-Etienne, je crois, les 2 autres clubs qui étaient là et qui étaient sortis. Ouais. Guingamp était passé. Ouais. Et donc, tirage au sort, Guingamp-Kiev. Et pour parler de Kiev, il faut parler de l'avant Kiev, parce qu'il y a un homme qui avait tout vu avant les autres, ce qui s'est passé le 19 février 2015, et c'est un nom qui résonne quand on parle de Guingampais Coupe d'Europe, c'est Stéphane Carnot. Bonsoir Stéphane, alors déjà merci pour l'Intertoto 96, le corner direct contre Volgograd, pour le Guingamp Inter Milan 96, et donc raconte-nous, c'était toi qui étais chargé d'aller superviser Kiev à Marbella en Espagne en stage, qu'est-ce que tu avais vu ? Alors bonsoir à tous déjà. J'avais vu une très belle équipe. J'avais vu tout l'effectif. Ça c'était intéressant aussi parce que j'avais vu 3 matchs en 6 jours. Et oui, honnêtement, j'avais vu une très très belle équipe, des individualités hors normes pour nous. Et par contre, une équipe extrêmement nerveuse. Globalement, ça faisait à peu près 1 mois, je crois qu'ils avaient quitté leur famille. Ils étaient en stage là-bas depuis, ça doit faire 3, 4, 5 semaines. Et ils étaient vraiment très très tendus, puisqu'à chaque match, il y a eu bagarre. Il y a eu bagarre contre le premier match, le deuxième match, le troisième match. Donc, on pouvait penser que, avec, je crois, 3-4 jours seulement chez eux entre-temps, qu'ils allaient être dans le même état de nerfs en arrivant chez nous. Et je crois de mémoire, qu'il y a eu, c'était chaud au Roudourou. Le début de match avait été chaud pour nous, parce que c'est vrai que s'ils étaient restés à 11 contre 11, on était parti pour un match très compliqué. Et à partir du moment où ils ont commencé à prendre 1 puis 2, ils auraient pu prendre un 3e rouge. Bon, ça s'est un peu équilibré, on avait réussi à renverser la tendance. En fait, tu étais le seul avec Jocelyn, je pense, à ne pas être surpris de ce qui se passait devant nos yeux ébahis. Ah non, j'étais pas surpris du tout, non, puisque c'était honnêtement sur 3 matchs quand il y a bagarre. À chaque fois, ce sont que des matchs amicaux de préparation. Enfin, ce sont des matchs de préparation. C'est pas des matchs, où ça mérite ça, quoi. Il y a eu, je disais à Joss tout à l'heure, je lui rappelais que le deuxième match, c'était contre l'Atlético Paraná. L'entraîneur adjoint de Paraná s'était mis de l'autre côté du terrain et il s'embrouillait avec l'entraîneur en chef de Dynamo Kiev, mais sur toute la largeur du terrain. Donc à côté, on regardait, c'est bizarre. Et à la mi-temps, ce qui n'apparaît pas sur les vidéos, il y a tout le groupe des 2 équipes qui rentrent sur le terrain et ça se bagarrait dans le rond central.
Donc, sur une préparation, quoi. C'est dingue. Ben donc on voit qu'ils étaient nerveux, quoi. Merci beaucoup Stéphane pour cette anecdote. Applaudissements s'il vous plaît pour Stéphane Carnot. Merci beaucoup. Joss, tu peux revenir. Lionel, on va revenir sur la première mi-temps de Guingamp-Kiev. Ce qu'on va faire, vous allez entendre tout ce qui se passe de bizarre et de sportif dans cette première mi-temps de Guingamp-Kiev. Et on va voir si ça ramène un peu, ravive des souvenirs à Lionel, qui avait allumé quelques mèches. N'est-ce pas? Allez, ça dure 4 minutes 50, parce qu'il y a eu beaucoup de choses. Alors on va vous laisser peut-être l'ambiance pour l'entrée des deux équipes. Voici l'en avant de Guingamp et le Dynamo Kiev à Roudourou. La première faute sur Jermaine Lens, c'est Mathis qui effectue la première faute de cette rencontre. Première grosse faute au bout de 40 secondes de jeu. Et là, dès le début de cette rencontre, Jermaine Lens va céder sa place après ce gros carton de Mathis. Apparemment c'est Vitorino Antunes avec son pied gauche. Veloso va le décaler, voilà qui est fait. La frappe d'Antunes contrée par Mandane. Oh, il est parti, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Carton jaune, oui, parce que c'est un geste d'anti-jeu, comme on dit. Bon, c'est limite. Attention, un bon ballon dans la surface de Guingamp avec Kravets qui centre. Il y a un homme au sol au premier poteau, but. Ils l'ont oublié en plein cœur de la surface de réparation. L'ouverture du score pour le Dynamo Kiev. Guingamp mis hors de position pour la première fois dans cette rencontre après 18 minutes et 30 secondes de jeu. Il me semble que c'est Veloso qui a marqué ce but. Récupération de Jérémy Pied peut-être pour l'évêque encore, il est passé sur son passement de jambe, Jérémy Pied qui perce, qui centre, et Carbratnan, Carbratnan, c'était la balle de but pour Christophe Carbrat, presque un penalty de la tête pour Carbrat qui est arrivé lancé malheureusement, il a frappé plein centre sur Oleksandar Shovkovski, quelle occasion pour Guingamp. Assez bon pour en avant Shovkovski qui récupère ce. Oh là là, attention Mandane qui a poussé le défenseur ukrainien, il a déjà été averti. Alors je ne sais pas si ce mot se dit, mais on connaît la pointillosité de Monsieur Vincic. Il est pointilleux et tatillon effectivement. Et personnellement, je leur ai donné le carton jaune à Mandane. C'est condamnable, clairement. La petite passe de Sankaré pour Beauvu pour Mandane peut-être. Ah non, c'est compliqué. Shovkovski qui s'interpose. Attention Mandane, ça fait 2 fois qu'il pousse son adversaire. Dans cette situation, il a déjà été averti. Faut qu'il arrête. Avec Gousseff, Jakobsen qui le pousse un peu. Ouais, il y a une faute. Si, la tribune râle là-bas, mais il y a une faute effectivement de Lars Jakobsen. Oh, il donne le jaune à Sankaré. Mais il sait plus comment se servir de ces cartons. Mais c'est pas possible. Il donne pas de jaune à Mandane alors que là il la mérite. Et là il donne à Sankaré qui a poussé le ballon après le coup de sifflet. C'est bizarre, cet arbitrage de Slavko Vincic. 10e match pour lui en Ligue Europa. Bon, allez, ça joue. On reprend par une balle à terre. Alors apparemment les Guingampais vont le redonner aux joueurs du Dynamo. Allez, non, voilà, finalement ballon pour les Guingampais. Je ne sais pas trop sur cette situation. Normalement une balle à terre et la balle est donnée à l'équipe qui avait le ballon au moment de l'arrêt de jeu. Et là on n'a pas vu, personnellement je me rappelais plus et apparemment l'arbitre non plus ne s'est pas rappelé de qui avait le ballon. 38 minutes et 30 secondes de jeu alors qu'il y a des Guingampais, me semble-t-il, à l'échauffement. J'ai l'impression de voir Sylvain Marveau qui s'échauffe. Allez, il est au sol, l'armée ukrainien. Sidorchuk là au milieu du terrain. Sortez-le, allez Sankaré qui joue là. Et là, la faute sur Sankaré, et rouge, il sort. Carton rouge pour Yarmolenko. Le buteur, voilà, le carton rouge pour Yarmolenko. Le peuple guingampais a eu sa peau. Alors entrée de Belanda à la place de Sidorchuk, mais voilà, 2 blessés et un rouge pour le Dynamo Kiev, c'est pour l'instant l'hécatombe. Belanda face à l'évêque, face à Mathis, récupération guingampaise avec une faute de qui? De Belanda, rouge encore, rouge, il va le sortir, c'est sa poste arrière, carton rouge pour Younes Belanda. Mais qu'est-ce que c'est que ce match? Kiev à 9.
ça va faire parler, hein, ça va faire parler, je pense, cet arbitrage de... il y a encore un mauvais geste là, un mauvais geste de Goussef sur Carbrat, jaune pour Goussef, mais on est à combien de cartons? C'est ahurissant. Ils sont tous derrière avec Jérémy Pied qui centre vers la surface. Il y a Mandane qui contrôle un petit peu de la main. Non, il est passé Mandane dans la surface. Mandane qui centre et il y a Tabaré qui manque le tacle juste au second poteau. Oh, ça va être le feu en seconde période. On n'est pas prêt de se rasseoir en seconde période. Il faut tout faire péter. C'est la fin de cette première période. Kiev mène un but à 0, mais Kiev est réduit à 9 contre 11. Alors, comment parler de cette première période? Parce que donc ça commence. Tiens, 40 secondes de jeu, Lionel. Petit tampon viril sur Jermaine Lens. C'est un début de match à domicile en Coupe d'Europe. Voilà, j'arrive un petit peu en retard sur lui, très vite. Franchement, je lui mets un tampon. Moi, je lui dis chapeau d'avoir joué le match retour parce que je lui mets une béquille. Donc là, il est obligé de sortir ce match-là. Bien sûr, c'est involontaire. Hein. À la 7e. Hein. Ouais, mais voilà. Donc non, mais c'est un match de Coupe d'Europe, match à élimination directe. On est chez nous. Voilà, il y a de l'intensité et ben là, ça a commencé comme ça. L'expérience Coupe d'Europe. Jocelyn, ensuite, alors il y a un homme pour qui on a eu très peur, c'est Christophe Mandane. On l'a entendu, hein, qui poussait parfois des adversaires après coup. Tout proche du rouge lui aussi. Ouais, il est tout proche du rouge parce qu'il a déjà un jaune et il continue à aller au pressing sur le gardien, il tamponne des mecs. Et donc ils viennent de prendre 2 rouges et avec Eric Blaïc c'est l'évidence pour nous à la mi-temps, faut le sortir parce que l'arbitre va compenser, eux ils vont mettre la pression et donc on le sort pour pas qu'il y ait de compensation. Mais juste pour préciser sur les 2 rouges, dans l'avant-match et par rapport à ce que Toon nous avait dit de leur nervosité, j'avais dit aux joueurs qu'ils allaient craquer. C'était quasiment une évidence pour nous dans la préparation du match. Et j'avais misé sur Vida et sur Belanda, donc j'en ai eu 1 sur 2. Pas mal. J'avais pas misé sur Yarmolenko qui a complètement craqué, qui a mis un coup de pied à Younous. Et donc voilà, on démarre la deuxième mi-temps avec un gros avantage. Et Toto qui est remplacé par Sylvain Marveau. Voilà, t'as eu 1,5 point, parce que Vida a un jaune 88e. 2 jaunes pour Guingamp en première mi-temps, 3 jaunes pour Kiev et donc 2 rouges avec Belanda notamment qui joue 3 minutes seulement dans cette rencontre, qui rentre à la place de Sidorchuk blessé. C'est du coaching gagnant pour Rebrov. Et vous allez voir en deuxième mi-temps, il y a un coaching très très gagnant d'un certain Jocelyn Gourvenec. On va écouter ça tout de suite parce que vous le savez, les 2 buts sont très rapprochés et on va entendre en fait les 2 buts de Guingamp sans l'interruption. On n'a pas coupé au montage. Vous allez voir que ces 2 buts, qui malheureusement arrivent un peu tard, on va en reparler aussi, eh bien sont très très rapprochés dans le temps. En 71 minutes et 40 secondes, il faut que Guingamp revienne dans cette partie. Sankaré, allez, il y a un coup à jouer à gauche pour Giresse peut-être, Mathis pour Giresse, voilà qui est fait. Thibaut Giresse qui s'apprête à centrer, c'est fait, il y a du monde et la but Claudio Beauvu pour les Guingampais, le sauveur pour Beauvu, auteur de son 4e but consécutif avec en avant en Ligue Europa. Ça y est, ils ont craqué, 1-1 entre Guingamp et le Dynamo Kiev. Oui, alors un partout, c'est Claudio Beauvu voilà, qui met ce but. Ah le soulagement dans cette fin de rencontre, 1-1 maintenant. Il faut y aller, il faut empiler les buts dans cette défense avec un centre de l'évêque et la tête plongeante de Beauvu qui était parallèle à la ligne des 6 mètres. Il a plongé et avec son jeu de tête légendaire, il permet à Guingamp d'égaliser dans ce match. Enfin, 73e minute, un but partout entre Guingamp et Kiev. La France est debout ce soir derrière Guingamp. Allons-y. Sur le chat aussi, on est, je ne sais pas s'ils sont debout, mais en tout cas, tout le monde explose de joie sur le chat. C'était un gros stress quand même. C'est ce 1-0 qui était au-dessus de cette épée de Damoclès au-dessus de nos têtes là. Pour allez, Sankaré.
Sankaré qui perce. À droite, il y a du monde. Oh, il joue dans l'axe alors que Diallo a remplacé Lionel Matisse pour ces dernières minutes. Le compte peut être mené par les joueurs de Kiev avec Kravets à gauche. C'est bien joué. Attention pour Goussev qui arrive à l'entrée de la surface. Goussev qui frappe le ballon en cloche et Jonas Le Seul qui capte ce ballon. Allez Jonas, voilà le bon renvoi à la main pour Thibaut Giresse. Le Roudourou qui va prendre feu dans cette fin de rencontre. Il faut marquer encore d'autres buts pour les Guingampais. Giresse avec Marveau qui s'approche de la surface, qui s'arrête et qui donne sur Sankaré pour Jérémy Pied. Décalage peut-être à faire côté droit pour Jakobsen. Jérémy Pied qui s'avance, qui décale Jakobsen, qui n'est pas hors jeu. Centre de Jakobsen contré, corner encore pour Guingamp. Allez, Beauvu qui demande à la tribune latérale est de se lever dans cette fin de rencontre. On est en train de vivre quelque chose d'extraordinaire. Mais c'est vrai que Guingamp est en train de vivre quelque chose d'extraordinaire. Pied pour le corner, pied peut-être vers Diallo qui vient d'entrer. On sait qu'il est capable de marquer de la tête. C'est parti, Diallo qui marque le deuxième but sur son premier ballon. Moustapha Diallo qui marque le deuxième but. Le soldat Moustapha Diallo qui permet à Guingamp de mener 2-1 à un quart d'heure de la fin. Il faut continuer encore pour en avant. Moustapha Diallo, il est là Diallo. On se souvient que contre la Fiorentina, Diallo avait cru marquer le but de l'égalisation, mais il avait été refusé pour une position de hors-jeu. Il marque un but bien plus important ce soir, le but du 2-1 pour en avant. Applaudissements pour le coaching gagnant de Jocelyn Gourvenec. 68e, sortie de Sambouya Tabaré, entrée de Giresse, passe décisive pour le but de Beauvu. 73e, sortie de Lionel Matisse, remplacé par Diallo, 2 minutes plus tard, but de Diallo. Vous pouvez pas faire mieux, Jocelyn. Ouais, les histoires de coaching gagnant, il y a des choses qu'on sent, mais après c'est les joueurs qui font la diff. Après c'est des choix cohérents. On fait rentrer Thibaut qui a un pied gauche magnifique pour mettre des centres parce qu'on sait qu'à 11 contre 9 on va mettre les ballons. Donc il nous faut un vrai centreur. Mouzialo parce que il a un jeu de tête exceptionnel comme Claudio Beauvu. Voilà, on essaie de faire des choix cohérents, mais après c'est aux joueurs d'aller prendre les choses et d'apporter ce qu'on attend d'eux. Lionel, une question, parce que c'est vrai que le problème de ce match aller, et c'est peut-être là que la qualif se perd malheureusement, c'est que le premier but, celui de l'égalisation, il vient à la 72e. Est-ce que c'était pas un poil trop tard à 11 contre 9? Bien sûr, c'est une évidence qu'il est arrivé un petit peu tard. Maintenant, quand une équipe est à 9, elle est derrière, elle dégage, elle prend son temps et tout ça, c'est pas si évident que ça. On a quand même eu des occasions, on a apporté des centres, il y a eu des têtes. C'est un grand regret de ne pas avoir mis ce troisième but. On a poussé jusqu'à la fin parce qu'il y a encore des occasions jusqu'à la 90e minute. Et bien sûr, ça restera le regret de cette double confrontation avec aussi les 5 premières minutes du match retour à Kiev. Oui. Mais donc oui, il aurait fallu un but en plus. Il y avait la place, mais c'est pas passé. Le regret, Jocelyn, sur cette double confrontation, en fait, est-ce que c'est au match aller ou est-ce que c'est au match retour? Un peu des deux. Le fait de mettre que 2 buts à 11 contre 9 pendant 45 minutes, bon, c'est sûr qu'on est... Mais Lionel l'a dit, c'est toujours difficile. On est en surnombre, c'est un match de hand. Mais avec beaucoup de monde dans la surface, et ils ont assez bien défendu avec beaucoup de courage. Et puis au match retour aussi, parce que il doit y avoir une exclusion au bout de 30 secondes. C'est même incroyable que ça ne se soit pas passé. Et puis on gère notre match plutôt intelligemment, mais il nous manque un petit truc. Oui, et bon, on va parler du match retour dans quelques instants. Lionel, tu vas céder ta place juste quelques minutes. Nous, c'est un coaching regagnant. Tu vas revenir un petit peu après. On a un message de quelqu'un depuis le Sénégal qui a marqué ce Guingamp-Kiev. Je pense que vous allez le reconnaître. Alors, il y a un peu de bruit autour de lui, mais vous allez le reconnaître. Bonjour à tous, c'est Moussa Diallo depuis Sénégal. Donc, je tenais à faire une petite vidéo pour les 10 ans de Guingamp. C'est toujours un immense plaisir de partager des anciens souvenirs avec vous, avec les supporters qui nous ont tellement soutenus. Donc, je vais vous raconter une petite anecdote où, lors du match Guingamp-Kiev, au Roudourou, je me rappelle, j'étais à l'échauffement et le coach Gourvenec qui fait appel à moi, je le salue de passage.
Et à un temps, il me motive, il me dit Mousse, vas-y, tu vas marquer. Donc sur le prochain action, il y a le corner de Thibaut Giresse, où il y a la tête de Mousse Diallo qui donne la victoire à Guingamp. Donc c'est toujours un immense plaisir de partager ces anciens souvenirs-là avec tous les supporters de Guingamp. Voilà, donc je salue de passage tout le présent, le staff, tous les anciens joueurs. Et donc voilà, c'est toujours un immense plaisir de vous faire des petites vidéos de souvenirs. Merci et bonne fête à tous. Merci. Merci Mousse Diallo qui était visiblement sur un chantier. Applaudissements, mais oui, pour Mousse Diallo quand même. Merci à notre chauffeuse de salle attitrée. Jocelyn, moi j'avais une dernière question sur Guingamp-Kiev. À quel moment tu as vu ça, ce tifo avec ton visage, notamment ce super tifo du COP Rouge? Il y a des membres du COP qui sont là ce soir. Est-ce que tu le vois tout de suite ou est-ce que tu le vois plus tard? Non, je le vois pas tout de suite parce que quand je sors, moi je sors pas pour l'échauffement et puis je viens juste pour le coup d'envoi et je le vois pas. C'est Eric Blahy qui me dit t'as vu ça? Et donc je lève la tête et c'est vrai que c'était assez dingue, c'est très ressemblant. C'était magnifique, extraordinaire et ça fait beaucoup d'émotions de revoir ça 10 ans plus tard. Croire en cette histoire, ce n'est pas de la folie c'est Guingamp. Voilà le tifo en 2 temps, c'était la folie totale, peut-être la plus belle ambiance. D'ailleurs, c'est toujours un débat qu'on a tous entre supporters et autres. Jocelyn, je veux te poser cette question. Entre Guingamp-Monaco, la demi-finale, et Guingamp-Kiev, est-ce que tu es capable de nous sortir une meilleure ambiance sur les deux? C'est dur, hein, je sais. C'est même cruel. Je mets Monaco au-dessus parce que ça nous offre une finale 5 ans plus tard et parce que le match est dingue. L'ambiance, je ne sais pas pourquoi ce jour-là, elle est survoltée. J'ai l'impression de voir tout le stade debout. Les prolongations, les 2 contres que l'on met avec le 2-1, le 3-1. Après Kiev, c'était extraordinaire, mais je pense que tout était réuni pour le match Guingamp-Monaco en demi-finale. Et ça revient souvent d'ailleurs chez les supporters qui, en numéro 1, basculent plutôt pour Monaco aussi. Le Kiev, il est même pas cité parfois. Quand tu parles avec les supporters, tu dis plus belle ambiance, Monaco. Et comme si ce Kiev était vraiment dans l'ombre, alors que c'était quand même quelque chose. Franchement, Kiev. Et puis c'est l'Europe. Mais voilà, Monaco avec le contexte, comme le disait Jocelyn, forcément, ça amène quelque chose d'autre aussi. Et puis la célébration aussi, parce que finalement Guingamp-Kiev n'était qu'à la mi-temps de tout ça. Et donc deuxième mi-temps, Kiev-Guingamp, le match on en a un petit peu parlé, l'agression sur Mandane de Rybalka qui doit être exclu après 30 ou 35 secondes au match retour. La défaite 3-1, le fameux penalty où on voit l'attaquant ukrainien arriver entre Angua et Diallo. On savait tous comment cette histoire allait finir par le penalty du 3-1. Mais surtout ce match qui a été marqué par la frayeur pour les supporters. Jean-Michel Le Houerou, tu y étais en tant que directeur de la sécurité d'en avant. Déjà, tu nous en parlais un petit peu tout à l'heure. Des déplacements, ça se prépare. Celui-là aussi, le tirage au sort, il est mi-décembre. Ce déplacement, il a lieu le 26 février. Et ça finit par une grosse frayeur. Oui, en effet. C'était à préparer aussi. Comment ça s'est préparé tout ça? Le contexte de l'époque. Nous, encore une fois, sur le tirage, je disais, on était allé en Biélorussie. Bon, c'était. Mais 1 an plus tard, on va à Kiev. Et 1 an plus tard, oui, voilà. Et donc là, je dis, là, c'est encore un autre niveau. Alors, j'ai vécu, grâce à Joss, on est monté en compétence dans tous les domaines. Et grâce au... oui, t'es obligé. Il n'y a pas de place à... Donc, il faut préparer. Donc, moi, je suis mis tout de suite en relation avec Momo Sanadji. C'est le monsieur de sécurité de l'équipe de France, qui revenait 1 an avant de l'équipe de France contre l'Ukraine. Et qui avait, vous savez, c'est le match retour où il faut qu'ils gagnent 3-0. Et ils ont gagné 3-0. Mais c'est ça le truc. Et donc, il me dit, si tu veux, je peux te donner des conseils. Je dis, je vais les prendre, il n'y a pas de problème, bien au contraire. Et c'est comme ça qu'on a préparé ce match retour où je dois annoncer aux supporters guingampais qu'il ne faut pas qu'ils y aillent. Donc, je suis passé pour le mec sympa. Puisque c'était quand même le match. Je crois que ils étaient déjà 200 ou 300 au PAOK. 300, on y était. Franchement, ça aurait été, à mon avis,
1500 ou 2000 au moins à Kiev. Et moi, je leur dis, je parle au président, et il faut pas qu'ils y aillent, le moins possible. Et là, on me dit, bah, lui, et je fais des mails toutes les semaines, président, l'ambassade, et puis voilà. L'idée, nous, c'est que tout se passe bien, mais on a des infos quand même. Que potentiellement, ça peut être dangereux. Donc ils sont 30. Ils y vont quand même, ils sont 30. Évidemment, je cadre tout avec les supporters. Et je leur dis, le peu qui y vont, ils me filent leur passeport. Je veux savoir qui y vont, qui va, comment, quoi, qu'est-ce. Et surtout pas d'écharpe autour du stade. Enfin, et quand on va là-bas, le stade il se remplit. Il est plein, le stade. Il est plein. Voilà un peu le contexte. Je suis conseillé par Momo, que je salue. Je vais même envoyer ton livre, il était très content. Oui. Merci beaucoup. Conseillé par mon ami Guy Casamonde, le monsieur sécurité de Marseille de l'époque. Il me dit Jean-Mi, écoute, moi je l'appelle. Tout. Et un autre grand monsieur, c'est Jimmy Refas, qui lui s'occupait d'un grand chanteur français. Donc je prends les infos que je peux, moi, à mon niveau. Mais je suis encadré, entouré, puis on échange avec les ambassades, avec la sécurité, et puis bon, petit mail à Joss aussi, et voilà, tout ça. Où Joss a vu que j'étais pas à un grand niveau de football, puisque quand on part à la Fiorentina, j'arrive à l'aéroport avec ma chemise violette. Je sais pas si tu t'en rappelles. Le sens du détail. Ouais. Voilà. Donc il a tout de suite vu que j'étais pas niveau foot, mais bon, après il a été rassuré, je pense. C'est vrai, j'avais oublié cette anecdote là. Il vient avec sa chemise violette sur Michel. Et je me dis, mais là, c'est pas possible. Il a manqué quelque chose. Ouais. Et c'était assez drôle. Ouais. Au niveau sécu, après, bon, t'as été satisfait, je pense. Ouais. C'était bien. Merci. Et donc arrive la 80e minute. Kiev vient de marquer le 3-1, donc est virtuellement qualifié, parce qu'il y a 2-1 après le but de Mandane, c'était prolongation. Et là, qu'est-ce que tu sens, qu'est-ce que tu vois et qu'est-ce qui se passe? Alors, ce qui se passe déjà, c'est que quand on entend Lionel et Joss expliquer le match aller, déjà le président, rien que footballistiquement, le président de Kiev avait dit on va savoir vous recevoir aussi comme il faut chez nous. C'est-à-dire déjà, c'est un petit signe où ça va être compliqué. Et après, il y a le contexte géopolitique. Après, il y a nos amis stéphanois, une semaine avant, qui vont à Dnipropetrovsk. À Kiev, le match se joue voilà, à Kiev, ouais. C'est ça. Et ils ne trouvent pas mieux que de brûler un drapeau ukrainien sur la place principale. Et ça finit par 11 stéphanois à l'hôpital, coup de couteau. C'est ça, c'est une semaine avant qu'on y aille. Voilà un peu l'ambiance. Donc toi, tu te dis en tant que directeur Sécus, on a vu plus simple comme déplacement. Du coup, bon, il y a tout ça, donc on prépare. Et ils étaient que 30 dans la tribune. Et je suis avec eux dans la tribune, parce que je suis avec l'équipe. Mais après, pendant le match, j'ai toujours été avec les supporters dans les tribunes, où qu'on aille. Dont à Kiev. Et là, je me suis dit, bon, ils sont 30, j'aurais pu même être... mais non, je suis resté avec eux. Et le directeur sécu de Kiev, j'étais accompagné par quelqu'un de l'ambassade aussi de France en Ukraine, qui dit à la radio, parce que moi j'étais à la radio avec eux, il dit il faut que vous enleviez vos bannières. Il y a un truc qui se trame. Et il reste quoi, un quart d'heure à jouer, je sais pas. Ouais. Bon. Je fais, tu sais, là-bas, tu fais. Et les supporters, et à un moment donné, ils me voient descendre, enlever les bâches, tout ça. Et il y a peut-être un ou deux supporters qui viennent avec moi. Je dis, venez les gars, faut qu'on enlève les bâches, je sais pas pourquoi. Et quand j'enlève la bâche, je vois, parce que eux, on a une tribune de 5000 places, ils sont 30, et ils sont tout en haut de la tribune. Et moi, quand je descends en bas de la tribune, j'enlève la bâche, et là, je vois une centaine de personnes, une cinquantaine, une centaine, je sais plus, arriver droit sur nous. Et les 10 premiers, ils avaient une cagoule. Quand t'avais des cagoules, il faisait pas si froid que ça. Allez, là-bas, les premiers qui te chopent, à mon avis. Donc, je dis aux mecs, cassez-vous. Et les supporters ont compris qu'il fallait qu'on évacue. J'avais peur, moi, qu'il y ait une embuscade derrière, sortie stade, et qu'on soit pris au piège, je sais pas pourquoi. Bon, il n'en a pas été de cette finalité, mais on a eu un peu, c'était mieux qu'il soit que 30. Et après, ils sont rentrés à l'hôtel, j'aurais demandé, puis je suis revenu après au vestiaire, parce que le match était arrêté. Voilà. Joss, comment vous, en tant qu'entraîneur, staff, joueur, vous avez vécu cette interruption-là? On n'en revenait pas qu'il y ait des hooligans sur la piste. Et à ce moment-là, je me dis, mais ils vont perdre le match sur tapis vert.
Et puis finalement, c'est rentré dans l'ordre après des négociations, on va discuter. Et je me souviens, il y a des gens qui étaient au match là-bas, parmi vous? Alors, je vais vous faire une confidence. J'étais très très déçu qu'on soit éliminé une fois que le match a repris. Mais après, dans le vestiaire, quelque part, je me suis dit, j'étais pas content d'avoir perdu. Mais je me suis dit, si on avait gagné, je pense qu'il y aurait au moins un Guingampais ou une Guingampaise qui aurait perdu la vie. C'était ce que je me suis dit, ce qui m'est venu spontanément. Et finalement, j'étais content que quand j'ai appris qu'il n'y avait pas eu d'agression et de blessures comme la semaine d'avant avec Saint-Étienne et les coups de couteau. Voilà, donc j'étais content pour vous, même si on avait perdu. Ouais, finalement, ça s'est plutôt bien terminé. Puis dans le livre, il y a aussi Cédric Grabit qui était un supporter là-bas, qui le lendemain va à la boutique du Dynamo Kiev et le vendeur de la boutique s'excuse des comportements qui s'étaient produits ce jour-là, le 26 février 2015 à Kiev. Jean-Michel, merci beaucoup de nous avoir accompagnés et merci beaucoup de nous accompagner. On en profite, nous, avec Gaëtan, pour te remercier, nous trouver des sponsors, nous aider sur l'aventure à la Guingampaise depuis plusieurs mois maintenant. Merci beaucoup. Non, c'est avec plaisir. Et puis les petits gars là, ils ont monté leur boîte. Le seul moyen de suivre les matchs de Guingamp à domicile ou à l'extérieur, si t'es pas abonné à une chaîne télé, c'est par eux. Et ils vivent que du sponsoring ou du partenariat. Donc merci au VNB, merci à tous les Piedna partenaires aussi, déjà présents et au futur, parce que ça s'adresse évidemment aux professionnels, mais vous pouvez offrir un truc sympa pour un anniversaire. Par exemple, sponsoriser un but et dire ce but c'est pour l'anniversaire de je sais pas. Enfin, toutes les formules, on contacte, on fait le petit message et l'équipe de la Guingampaise vous répondra et tous ces gens qui sont là, les légendes, ils sont là à titre gracieux et par amitié. Voilà. Donc merci à vous tous. Voilà. Merci beaucoup Jean-Michel. Merci Jean-Michel. On va demander à Lionel Matisse de revenir pour la fin de cette émission parce que là, on va solliciter 2 personnes dans le public pour être représentées par Jocelyn Gourvenec ou Lionel Matisse. Qui, en levant la main, à travers ce quiz qui va intervenir entre Lionel Matisse et Jocelyn Gourvenec, veut jouer avec Jocelyn? Monsieur là-bas qui lève la main. Je vais te mettre ici. Ah ouais, mais ils ont suivi les choisir le camp de gauche, je crois, parce que... Reste ici, Johan. Par ici, un peu qui veut faire équipe avec Lionel? Si vous n'avez pas envie de gagner. Sinon, regarde, il y a le petit chat du VNB. Allez, quelqu'un avec le capitaine quand même. Allez, Steven, c'est bon, il va y aller. Voilà, applaudissements pour nos 2 challengers. Alors, Pierre Junior, viens avec nous. On va faire un petit changement avec Gaëtan, je t'en prie. Merci Gaëtan d'avoir été là. Pierre va venir là parce que donc... Messieurs, alors vous avez vos jokers à côté de vous et il y a un bon niveau au quiz avec eux. Jocelyn va devoir répondre à des questions sur Lionel et Lionel va devoir répondre à des questions sur Jocelyn. Alors, j'ai pas de pièce pour le toss, j'ai pas de pièce. Bon, allez, il laisse le coach engagé. Donc Pierre Junior, tu nous as préparé des petites questions. Regardez, nous on a tout préparé aussi. On a le score qui va arriver ici. Paf, voilà. Jocelyn 0, Lionel 0. Non, la technique c'est moi. On commence par qui donc? Jocelyn commence par répondre sur Lionel. Première question, Jocelyn, attention. À gagner un livre Guingampais Coupe d'Europe, ça vaut vraiment le coup. Quand on l'a déjà acheté pour un des 2. Première question donc avec des questions donc sur Lionel Matisse pour Jocelyn et des questions sur Jocelyn Gourvenec pour Lionel Matisse. Alors, première question, Jocelyn, contre qui Lionel Matisse marque-t-il son dernier but en match officiel? Un indice, Lionel ne s'en rappelle plus. Avec Guingamp. Avec Guingamp. Hein. Avec Guingamp. Ouais, mais... Attention, 10 secondes. 10. En match officiel, match de prépa, ça marche pas? Non, match officiel. 6, 5, 4, 3, 2, attention. On peut tenter une réponse. Contre Lille? Et non, c'est une mauvaise réponse. La réponse c'était... Voilà. Incroyable. J'ai marqué des buts, moi?
Quelqu'un a la réponse Ah, on a une réponse. En match officiel? Et oui, contre Nantes, exactement. Bravo, bravo. En Ligue 2? En Ligue 2, ouais. Question donc maintenant pour Lionel Mathis sur Jocelyn Gourvenec. Alors, combien de matchs Jocelyn a-t-il dirigé sur son premier passage à Guingamp en tant qu'entraîneur? À 10 près, évidemment. Et oui, on peut préciser que Gaëtan l'a trouvé à combien? 3 près, ouais. Donc Coupe d'Europe, Coupe de France, tout compris. Tout compris. Visiblement, non. 10, 9, 8, 6, 5, 4. 250 matchs. J'aurais dit 270. À 10 près. 270. 270. Il y a une presque bonne réponse. Elle est de Jocelyn, malheureusement. La réponse exacte, c'est 268. Pas loin, bravo. 0-0. Ouais, c'est très très serré. Ouais, c'est pas mal quand même. Question donc pour Jocelyn. Combien de buts Lionel Mathis marque-t-il en national? À 0 près. 0 but. Attention. Vous pouvez pas dire ça. Non, je sais. Ah ouais, Bayonne, c'est vrai. Bayonne de la tête. Beauvais. Oh, Bayonne, Avec en tout cas, pas 0. Là, avec coach, la quand VAR même. ou sans la VAR? Pas 0. Non, mais déjà Bayonne, après je sais pas. Et on a le champion des champions du quiz en avant-match qui est présent ce soir. Peut-être qu'il a la réponse. 2. Et la réponse Contre qui? est... C'est combien? Et Bayonne, Beauvais. 2. Il y en a 3. Ouais. Mais Gaëtan va le... Bon, bah, il y en a 3. Il y en a 3. 0-0. Hein. Ouais, c'est très très Christophe serré. Gauthier hein, a peut-être le. Christophe Gauthier a pas la réponse exacte? Beauvais, Bayonne. Alors vas-y, enchaîne. Troisième question donc pour Jocelyn. Il tient pas en place là. Quel ancien coach d'en avant, alors joueur, Lionel Mathis. C'est à Lionel. Oui, mais comment? Non, mais attends. C'est une question à Jocelyn. Attends. Donc je reprends ma question si c'est pas clair. Quel ancien coach de Guingamp, alors joueur, Lionel Mathis a-t-il affronté en Coupe d'Europe? Vous pouvez répéter la question? Ouais. Alors quel ancien coach de Guingamp, alors joueur à ce moment-là, Lionel Mathis a-t-il affronté en Coupe d'Europe? Non, pas de réponse non plus pour Lionel. 10 secondes. 9, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Réponse. J'en sais rien. Il a affronté Dumont, Stéphane Dumont. Eh ben, c'est une très bonne réponse. Bravo. À 1-0. 1-0 donc pour Jocelyn. Troisième question. Attention, il faut égaliser là, Lionel. Du score, hein, on s'est qualifié contre Lille. On s'est qualifié. En national, c'est Créteil. Eh bien, très bien. Troisième Créteil, ouais, exactement. Dumont, ouais, Dumont. Lionel. Troisième question donc. Contre quel club Jocelyn a-t-il marqué son dernier but en professionnel? C'est quoi la question? Contre quel club t'as marqué ton dernier but en pro? Moi je sais. Jocelyn sait. Je me souviens déjà pas de mes buts, alors il faut que je me rappelle des buts. En pro, en Ligue 1 ou en Ligue 2? En pro, en Ligue 2 alors. Ah, j'irai Marseille. On va contre l'OM. Jocelyn, ouais. Il y a le fan club. Est-ce que tu as la réponse? Contre l'OM. Non, j'ai marqué contre Laval. Non. Ah si, j'ai marqué contre Laval. Ah oui, mais c'est pas le dernier. C'est contre Marseille en coupe? Non, c'est Gaëtan Pinel qui a fait cette question. Non, j'ai marqué avec Clermont contre Laval. Et contre Guingamp. Et c'est Guingamp le dernier. Contre Guingamp le dernier, voilà. Bon. C'était écrit. Ouais, dernière question donc. J'en étais rendu à en 2001. Non, c'est là. Tu vois, je me perds. Donc lors de la saison de National, sur quel match Lionel Mathis est-il expulsé?
si. Ah, il l'a. Je me souviens. Non, Je me souviens, bravo. Ah ouais, Presque ouais, un c'est point. fort. Presque un point. non, c'est Allez, 10 secondes. Quel suspense. 10, 9, 8. Attention, balle de match, hein, Jocelyn. Il ne reste plus qu'un tir au but à Lionel. Je dirais à Amiens. C'est une bonne réponse. C'est gagné pour Jocelyn. Est-ce qu'on joue pour le... Allez, pour l'honneur, pour Lionel. Dernière question donc. En 2021-2022, quel club Jocelyn et Lille affrontaient-ils en 8e de finale de Ligue des Champions? Chelsea. Bravo. C'est bonne réponse, très bonne réponse. Victoire de Jocelyn donc. Bravo, victoire de Jocelyn et Johan qui gagne un deuxième livre, oui. Guingampais Coupe d'Europe. Voilà. Ah, voilà. Il l'a acheté hier à l'Expo. Il a eu du pif. Il a eu du pif. Les amis, merci beaucoup à toutes et à tous. On peut rappeler Laurent, Stéphane. Est-ce que Ladislas est encore là? Oui, venez avec nous pour terminer cette émission. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. On vous donne rendez-vous demain pour Grenoble-Guingamp. Nouvelle journée de Ligue 2 pour peut-être réenclencher la marche avant pour les Guingampais. Venez là. Jocelyn aussi ici. Jean-Michel qui est là. On vous rappelle Guingampais Coupe d'Europe. Si vous aviez loupé ça, eh ben voilà, c'est là. Vous l'avez. Guingampais Coupe d'Europe. Voilà, c'est bon. Vous avez tous votre exemplaire. Place au quiz maintenant. Attention au VNB. On va tester les connaissances de tout le monde. Messieurs, merci déjà pour tout ce que vous avez apporté à En Avant. Et puis on se dit rendez-vous dans 10 ans ou autre pour la suite des aventures à la Guingampaise. Salut, bonne soirée à toutes et à tous.